Merci beaucoup Jean Birnbaum. Oui, je suis très heureux d'être là et je vous remercie de m'avoir invité régulièrement, de ne pas vous être lassé. Alors on aurait dû se retrouver l'année dernière, ça n'a pas été possible pour les raisons que tout le monde sait, mais enfin nous y sommes. Bon, alors la première chose que m'a dit Jean Birnbaum tout à l'heure, quand on s'est retrouvés, vous venez de voir à nouveau comment il s'est distillé, je dirais pas le venin, mais enfin la pique avec une très grande générosité. Bon, c'est j'espère que tu ne vas pas lire. J'espère que tu ne vas pas lire. À moi qui arrive avec mon texte comme ça pour essayer de tenir dans les 20 minutes. Bon. Ça passe ou ça casse. Alors, il faut que je change de lunettes aussi parce qu'à mon âge, on voit plus très bien. Alors, donc pour mon intervention dans ce forum qui a pour thème général la question être humain, j'ai légèrement modifié celui qui est le titre qui avait été annoncé l'an dernier et dont je crois qu'il a été plus ou moins repris cette année, et j'ai choisi l'intitulé suivant « Appartenir à l'espèce humaine » ou « Que veut dire, qu'entendons-nous lorsque nous prononçons cette simple formule avec ou sans point d'interrogation « appartenir à l'espèce humaine ». Avant de dire comment je la traite, je dirais que je voudrais la placer sous l'invocation en exergue, comme quand on met en exergue d'un texte ou d'une conférence, d'une formule à la fois magnifique et énigmatique à laquelle je pense, comme beaucoup d'entre nous sans doute depuis très longtemps, qui est la formule dont Maurice Blanchot s'était servi dans le commentaire, vous voyez c'est un peu compliqué, bon, qu'il a proposé, c'est repris dans le volume L'Entretien infini, à propos du grand livre de Robert Antelme sur l'expérience des camps de concentration qui s'appelle précisément, enfin nous connaissons tous, l'espèce humaine. Cette formule, je le répète, à la fois magnifique et énigmatique, c'est l'indestructible qui peut être détruit. Alors, appartenir à l'espèce humaine, évidemment, c'est une très vieille question qui a une portée anthropologique et, pardonnez le jargon métapolitique, c'est-à-dire qu'elle porte sur les conditions de possibilité les plus générales de la politique et de ses institutions au niveau local, municipal, national, etc., comme au niveau mondial ou planétaire. Et elle comporte, je m'en suis rendu compte à la réflexion, c'est pas ça que j'avais pensé du premier coup, une très intéressante ambiguïté sémantique, en tout cas en français, car en français, appartenir à, peut signifier ou bien faire partie d'un ensemble, d'une collectivité, ce à quoi peut-être nous pensons d'abord, soit être la propriété, c'est-à-dire la possession de quelqu'un en général. Ce qui supposerait que l'espèce humaine soit conçue ou se conçoive comme un propriétaire. Ce à quoi nous reviendrons peut-être éventuellement dans la discussion. Vous savez, il y a cette formule ultra célèbre mais totalement séparée de son contexte en général quand on la cite de Descartes, l'homme sera ou est comme maître et possesseur de la nature, ce qui par les temps qui courent aujourd'hui entraîne presque immédiatement une bordée de sévères critiques. Bon. Alors surtout il faut dire que cette question a changé de réponse et de signification plusieurs fois dans l'histoire, en même temps évidemment que la notion de l'être humain qui en est le corrélat. Être humain, c'est, ça a l'air tautologique, appartenir à l'espèce humaine. Mon hypothèse est que dans le moment actuel, celui de la catastrophe environnementale et de l'invention de l'anthropocène, le nom même signale le problème, et des réflexions qu'engendre l'expérience de la pandémie, dont nous venons à nouveau d'avoir un exemple très frappant, elle est à nouveau, cette question, en train de changer de sens. J'essaierai de l'aborder en 4 points, inévitablement télégraphiques, mais que je crois tous les 4 utiles, même nécessaires.
Alors le premier s'énonce ainsi, et repensez à mon exergue de Blanchot, il faut commencer par le négatif. C'est-à-dire par la question de savoir ce que veut dire pratiquement, institutionnellement, quelquefois aussi intellectuellement, idéologiquement, ne pas appartenir à l'espèce humaine ou se voir dénier l'appartenance à l'espèce humaine. Ce qui est sous-tendu, bien entendu, par la désignation, l'identification de ce qui n'est pas humain ou de ces êtres qui ne sont pas humains ou pas tout à fait ou qui ne peuvent pas ou qui ne doivent pas passer pour humains. Ceux qui tombent du mauvais côté d'une ligne de démarcation correspondant à la reconnaissance, dont parlait Alain Caillé tout à l'heure, ou à la pleine reconnaissance de l'humanité. C'est-à-dire que la question est sous-tendue par une extrême violence. La violence du déni d'appartenance à l'espèce humaine, qui peut être latente ou ouverte et osciller, bien entendu, nous le savons, tout au long d'un spectre de possibilités, d'un continuum, je dirais entre d'un côté, mais tout ça pourrait se discuter, la déshumanisation imaginaire, n'est pas sans conséquence. Par exemple, l'animalisation de certaines populations, notamment racisées par la colonisation, et de l'autre, bien sûr, l'extermination. Car il y a des non-hommes, non humains, ou plutôt inhumains, qui ont le mauvais goût d'être là, parmi les hommes, se mélangeant à eux, et souvent pratiquement indiscernables d'eux, alors qu'ils ne devraient pas y être, aux yeux de certains. C'est ce qu'exprime aussi, référence proche de la précédente, le titre du livre de Primo Levi, que j'en suis sûr vous connaissez tous, « Si c'est un homme », sans point d'interrogation. J'attache une particulière importance, il faudra avoir le temps d'en parler plus longuement, à cet égard à la réflexion d'une de nos collègues, avec qui j'ai eu le bonheur d'enseigner pendant plusieurs années dans la pièce voisine à l'université de Paris 1, où se trouve maintenant Sandra, Elisabeth de Fontenay, qui sur plusieurs livres, dont Sans offenser le genre humain, recueil d'articles, et le livre absolument bouleversant, mais aussi d'une grande profondeur qu'il a écrit à propos de son frère qu'elle appelle Gaspard. Donc Elisabeth de Fontenay a soigneusement élaboré l'ambiguïté des voisinages et des différences entre la question de l'exclusion et celle de l'extermination ou du massacre appliquée aux juifs, aux animaux, aux handicapés mentaux. Et elle aurait pu en ajouter d'autres, mais ces trois-là sont déjà évidemment cruciaux. Mon second point demanderait un livre à lui tout seul, mais je vais l'énoncer tout aussi télégraphiquement. Et je vous prie de m'excuser de faire un tout petit peu de pédantisme de prof de philo. Il porte sur ce que j'ai appelé la mutation en cours dans notre représentation de l'espèce humaine. Ceux d'entre nous qui ont reçu une éducation religieuse, et essentiellement chrétienne, et même quelques autres, se souviennent que le psaume 8 de David pose à Dieu la question, je vais le dire en latin comme si j'étais un traditionnaliste et je vais traduire, quid sit homo quia memor es eius? Que faut-il donc que soit l'homme pour que tu, Seigneur, te préoccupes ainsi de lui? Et les étudiants de philosophie ont appris que Kant résumait toutes les questions critiques dans la question « Qu'est-ce que l'homme ?» En réalité, dans l'Occident moderne, il y a deux grands types de réponses, je simplifie évidemment beaucoup, qui plongent leurs racines dans l'Antiquité, d'une part dans la philosophie morale, d'autre part dans l'histoire naturelle, et que symbolisent, me semble-t-il, les noms de Kant, d'un côté, Immanuel Kant, un philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle, inventeur de la philosophie critique, et d'autre part de Darwin, le père de la théorie moderne de l'évolution, qui est d'ailleurs tout aussi bien un philosophe. L'une et l'autre sont bien sûr surdéterminées ou
combinées avec des représentations théologiques, mais quand même elles sont tendanciellement laïcisées, plus ou moins bien suivant les contextes et les utilisations. Et chacune d'entre elles a été prolongée à l'époque contemporaine par de nouvelles élaborations qui souvent font une plus grande part au négatif dont je parlais tout à l'heure. La réponse kantienne, on en trouve la trace avec évidence dans les proclamations officielles, la Déclaration universelle des droits de l'homme par exemple, qui mettent au centre le concept de la dignité humaine, ou plus récemment dans des philosophies de l'altérité radicale comme celle de Lévinas, qui a été déjà plusieurs fois mentionnée ici, ou de Derrida qui le critique tout en le prolongeant. Elle pense l'appartenance, allons vite, en termes de destination commune du genre humain. Donc, si vous voulez, dans le jargon philosophique, en termes de finalité. Au fond, la réponse à la question « qu'est-ce qu'appartenir à l'espèce humaine ?» c'est d'expliquer où va l'espèce humaine et où nous allons, où nous devons aller, vers quoi nous devons nous diriger en tant que nous appartenons à l'espèce humaine. La réponse darwinienne a été, elle aussi, reprise et modifiée à la fois par des biologistes. Alors, trop de noms pour qu'on puisse les citer, mais je pense en particulier à Bolk, dont s'inspire beaucoup Lacan et d'autres, et à Stephen Jay Gould, dont beaucoup d'entre vous ont sans doute lu les extraordinaires ouvrages dits de vulgarisation, pour qui l'espèce humaine fait exception dans le genre animal, soit, c'est la thèse de Bolk, par sa prématuration, par son incomplétude. À différence des autres êtres vivants, l'humain, quand il surgit, est fondamentalement incomplet, et donc il a besoin qu'on lui fabrique une seconde nature, ou, ça c'est l'expression de Stephen Jay Gould, sa démesure. Bon. Elle pense l'appartenance, l'aigle de Darwin bien sûr, comme une origine ou comme une descendance commune qui isole relativement une certaine population capable de se reproduire parmi les vivants, et qui résulte, nous le savons, d'une sélection évolutive, donc un mécanisme complexe qu'on peut assimiler à une causalité. Alors l'hypothèse que je forme, c'est que la pandémie du Covid introduit virtuellement une nouvelle façon de penser l'appartenance, et d'ailleurs je vais rejoindre certaines choses qui je crois viennent tout juste d'être dites, ou de co-appartenance fondée sur une interdépendance entre les êtres humains, dont on peut aussi se demander jusqu'à quel point elle introduit une solidarité. Le Covid, nous le savons, nous croyons le savoir, est une pathologie virale qui, à travers les frontières, et malgré les confinements ou les gestes barrières, affecte tous les êtres humains par contamination de proche en proche. L'agent de cette contamination est un virus, ou plus exactement, et je crois qu'ici il faut être précis, c'est le couple que constitue le virus et ses porteurs, sains ou malades, qui présentent cette particularité de toujours voyager ensemble. Ils prennent le train ensemble, ils prennent l'avion ensemble, ils passent le périphérique ensemble, etc., d'une mobilité de plus en plus grande, évidemment facilitée par le développement des moyens de communication modernes, lui-même en relation avec la circulation généralisée des marchandises et de l'argent. C'est donc un phénomène, et je reprends des expressions qui viennent aussi d'être employées, non par hasard, biopolitique ou biosocial, qui affecte les humains en tant que vivants, mais aussi, j'y reviendrai en conclusion, et nous nous rencontrons, je crois aussi sur ce point, différentiellement, pas de la même façon, en tant qu'êtres sociaux. La solidarité qu'il crée, ce phénomène, est d'abord une solidarité passive, ou que nous subissons. C'est une condition pathologique commune dont nous prenons conscience qu'elle n'est pas accidentelle, nous prenons aussi conscience qu'il va y en avoir d'autres du même genre, mais qui exprime une caractéristique fondamentale de l'être humain vivant en collectivité. Elle contraint l'espèce en tant que telle, pas seulement les individus, les citoyens de telle ville ou de tel pays, mais l'espèce humaine en tant que telle à se protéger
et par conséquent, ou mieux, à réagir par une politique commune, même si cette politique est inégalement mise en œuvre, donc, si vous voulez, à passer de la passivité à l'activité. Pour dire les choses dans le langage d'un autre philosophe, Hegel repris par d'autres, elle fait de l'espèce humaine un sujet-objet, un sujet qui est en même temps objet, comme dirait notre président, qui associe ses propres membres. La même constatation vaut à une autre échelle pour la transformation qu'induit la catastrophe climatique et environnementale, comme le montrent un certain nombre de travaux philosophiques en ce moment. J'espère que j'ai encore un petit peu de temps. Voici alors mon troisième point. Cette mutation dans notre représentation de l'espèce humaine et dans la façon dont nous pensons notre appartenance conduit tout droit, comme le montre à juste titre, j'y insiste, à juste titre, tout un courant de la philosophie et de l'anthropologie contemporaine, Latour, Descola, d'autres, etc., à reconnaître que nous ne pouvons appartenir à la seule espèce humaine, ou si vous préférez, que appartenir à l'espèce humaine, c'est appartenir aussi, bien que selon une modalité différente, et c'est là qu'il va falloir être subtil, à d'autres espèces, et peut-être de proche en proche à toutes, avec lesquelles l'espèce humaine est en relation, dont elle affecte la vie ou la mort, et sans lesquelles elle, c'est-à-dire l'espèce humaine, ne pourrait pas vivre ou mourir, ce qui est une modalité essentielle de la vie. Le Covid-19, en effet, provient de notre contact avec une ou plusieurs espèces animales, même si le détail de la trajectoire demeure contesté. J'exprime cette situation en disant que la réponse à la question « qu'est-ce qu'appartenir à l'espèce humaine ?» c'est plus d'une espèce. Et je forge cette expression sur le modèle de celle que Jacques Derrida avait utilisée, le philosophe Jacques Derrida avait utilisée pour répondre à la question « qu'est-ce que parler une langue ?» On en a déjà parlé, je crois, ce matin. Réponse de Jacques Derrida, plus d'une langue. Jamais une seule à la fois, bien que suivant des modalités extrêmement différentes. J'espère avoir l'occasion d'y revenir encore une autre fois. Alors avec cette formulation, nous sortons par définition de l'exclusivisme. L'exclusivisme, l'exclusivité, si vous voulez, du lien qui unit l'individu humain à sa propre espèce ou à son genre, qui hante les relations théologiques, les représentations théologiques d'origine judéo-chrétienne, mais aussi les représentations philosophiques de type kantien. Et nous entrons dans une perspective, alors j'essaie de choisir mes mots au plus juste, que je dirais pluraliste, mais en même temps dissymétrique. Alors, avant de m'expliquer très vite sur ce point, une remarque incidente sur l'héritage darwinien. Il lui aussi mériterait une longue discussion, parce que il met l'accent, nous le savons, sur la fonction sélective de l'environnement, dont font évidemment partie toutes les autres espèces, et ses successeurs au XXe siècle ont développé progressivement un intérêt de plus en plus fort pour ce qu'ils appellent des phénomènes de coévolution, dans lesquels plusieurs espèces s'adaptent et se transforment ensemble, et on s'aperçoit peu à peu que c'est ça la règle. Bon, donc de ce point de vue, évidemment, le darwinisme est un point d'appui essentiel pour la pensée d'une appartenance pluraliste, ou si vous préférez, intrinsèquement multiple. Mais pour que le caractère tout aussi intrinsèquement dissymétrique de cette appartenance ne fasse pas l'objet d'un oubli ou d'un refoulement, il faut incorporer des caractéristiques sociales, idéologiques et technologiques de l'espèce humaine au concept même de son évolution, qui devient de ce fait, non pas une évolution achevée, l'évolution a produit l'être humain, ça y est, il est là, bon, mais au contraire une évolution ouverte et même peut-être une évolution en cours. Un vaste programme, évidemment, hérissé de difficultés épistémologiques. Alors, l'idée de plus d'une espèce et le pluralisme fondamental qu'elle implique s'oppose, évidemment, à tout ce que j'appelais à l'instant l'exclusivisme, ou si vous préférez, à toute transcendance conférée à l'espèce humaine par opposition au reste de la nature. Mais aussi, et c'est le point sur lequel je m'attends évidemment à être contredit sinon attaqué, à une représentation non seulement unitaire, mais je dirais identitaire du vivant, comme une entité indifférenciée qui aurait des intérêts communs et pour ainsi dire une conscience commune, telle que l'exprimait par exemple,
cet exemple m'est venu récemment, évidemment, il y a quelques jours, un manifeste publié par le journal Le Monde appelle pour des forêts vivantes, au demeurant tout à fait justifié, évidemment, dirigé contre l'exploitation industrielle des forêts, signé par des agronomes, des paysagistes, des philosophes, et qui comporte la formule suivante que, évidemment, je trouve problématique. Nous, c'est-à-dire nous les humains et les arbres, plus quelques autres, nous sommes le vivant qui se défend. Or, le vivant, ça n'existe pas, c'est une entité métaphysique, voire théologique, si on entend quelque chose comme le Dieu vivant. Ce qui existe, ce sont des vivants distribués en individus, en populations, en espèces évolutives, en interrelation entre elles et en relation de transformation mutuelle avec leur environnement. Et je dis qu'il ne faut pas gommer a priori ou utopiquement les contradictions que recouvre cette interaction, non plus que la dissymétrie fondamentale et même, je vais aller jusqu'à dire, la double dissymétrie qu'elle recouvre. Car, d'un côté, l'espèce humaine, une espèce fondamentalement tout au long de son histoire, avec des degrés bien sûr très différents, colonisatrice, domesticatrice, artificialisante, possède seule, en tout cas plus que tout autre, et de façon disproportionnée, la capacité de modifier l'environnement et la vie de toutes les autres espèces, avec la responsabilité qu'elle entraîne, et cette responsabilité est maximale dans la situation de crise climatique où nous nous trouvons maintenant. Mais d'un autre côté, l'espèce humaine, on a fini par le comprendre, contre peut-être un des sens de la formule de Descartes, ne possède aucune toute-puissance, aucune maîtrise sur les effets de sa propre action qui transforme les conditions d'existence de toutes. Ces conditions, ou en tout cas une bonne partie de ces conditions, sont en fait hors de sa portée, hors de la portée des humains et dépendent essentiellement de la réaction des autres espèces. C'est pour saisir à la fois par la pensée et par l'imagination la structure de cette interdépendance dissymétrique qu'une anthropologie qu'on appelle aujourd'hui souvent perspectiviste, comme celle du grand ethnologue et anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro, peut s'avérer très utile car elle met les pouvoirs de la fiction au service d'un renversement des préjugés anthropocentriques. Elle essaie d'imaginer non seulement ce que c'est, non seulement de savoir ce que c'est que le jaguar dans l'esprit des humains, mais de ce que sont les humains dans l'esprit du jaguar, ce qui évidemment est une fiction ou un mythe. Bon. Alors j'arrive à mon quatrième et dernier point pour aujourd'hui, parce qu'il faut évidemment finir. Ce par quoi des individus, ou plus exactement des sujets, appartiennent ou peuvent être dits appartenir à l'espèce humaine, ce sont leurs différences. L'appartenance ne saurait être pensée autrement que comme une différence, et ici je vous demandais la permission, je sais que ça ne s'entend pas, c'est une vieille histoire chez les philosophes, de reprendre encore une fois quelque chose au vocabulaire de mon maître Jacques Derrida, c'est-à-dire d'écrire différence avec un A, la différence, le fait de différer, d'être sans cesse toujours à nouveau différent de ce qu'on était. À l'être humain appartient essentiellement une altérité, et même une altérité sans limite, en tout cas sans limite préétablie, ce qui veut dire aussi sans limite fixe, bien que de telles limites, nous le savons, soient toujours assignées de façon plus ou moins violente, mais jamais de la même façon et jamais sans contestation, sans transgression, comme on disait, je crois, ce matin, par les cultures et par les institutions. Et ici, évidemment, on touche un point délicat parce qu'il s'agit de remettre en question une ontologie, une façon de penser l'être des choses, dans laquelle les termes de la relation d'appartenance sont d'un côté, c'est ce que nous pensons spontanément, d'un côté il y a les individus isolables, au moins abstraitement ou conceptuellement, et de l'autre les ensembles, soit considérés
comme des populations de simples classes définies par une propriété commune, soit considérées de façon plus métaphysique comme des entités solides, si vous voulez, substantielles ou auto-référentielles. Alors, il s'agit en même temps d'incorporer à l'analyse de l'appartenance, ce qu'on n'a pas toujours fait, en tout cas pas au premier plan, les éléments psychiques, je préfère dire psychiques plutôt que psychologiques, parce qu'une grande partie d'entre eux sont évidemment inconscients, politiques, historiques, qui font précisément la spécificité de l'être humain et de son évolution. Et cette ontologie, pardonnez le mot, classique, traditionnelle, qui se fixe sur les deux pôles que je viens d'indiquer, d'un côté l'individu, de l'autre le tout ou l'ensemble, elle a été bien sûr progressivement remise en cause depuis 2 siècles par les pensées de la relation. Je me retrouve ici aussi bien sûr avec des choses qui ont été dites et qui se sont déclinées selon plusieurs modalités. Mais d'une part, ce qu'on pourrait appeler la modalité structurale, par exemple chez Marx, déclarant en il y en a encore un petit peu. Bon, déclarant en 1845 que l'être humain, c'est une formule célèbre, n'est pas une abstraction habitée par une essence, mais un ensemble. Il l'a écrit d'ailleurs en français, de rapports sociaux comme l'échange, la division du travail. On pourrait ajouter la parenté. D'autre part, c'est pas la même chose, bien sûr, même si on peut essayer de relier les deux. Cette pensée de la relation a été déclinée sous une modalité existentielle, comme dans les théories de la reconnaissance, déjà citées, ou mieux encore, au moyen, à mes yeux, au moyen de la notion de vulnérabilité proposée par Judith Butler et d'autres, dont bien sûr ma voisine. De telles notions sont d'un grand intérêt, je pense, dans l'analyse de l'être en commun qu'une pandémie attribue à l'espèce. Mais elles ne suffisent pas, me semble-t-il, à conjurer le danger de ce que j'appellerais une appartenance différentielle à l'espèce humaine, dont le modèle institutionnel et philosophique pourrait être l'oikos, la maison au sens large des anciens Grecs, dans laquelle il y a plusieurs catégories d'humains, et c'est ça qui fait tenir bien sûr l'ensemble. Hommes, femmes, enfants, esclaves, catégories d'humanité à la fois complémentaires et inégales, voire exclusives, non seulement du point de vue des fonctions sociales, mais du point de vue de leur accès fondamentalement différent à la norme d'humanité que cette institution présente. Et bien entendu, cette appartenance différentielle existe de facto et même de droit, on vient de nous l'expliquer longuement, mais dans les sociétés modernes, elle est devenue, je crois, intenable et indéfendable, c'est-à-dire qu'elle existe, mais qu'en même temps, elle est dénoncée. Et elle est dénoncée sur, même si c'est au prix de violents conflits politiques, aussi bien au niveau particulier, domestique, professionnel, national, qu'au niveau planétaire ou cosmopolitique. Or, la résolution de la contradiction ne réside pas dans le retour à un dans le retour à un atomisme abstrait de l'individu comme porteur de l'appartenance. Elle réside au contraire dans la reconnaissance que c'est la différence, avec un A, donc le fait de différer, qui fait l'appartenance, c'est-à-dire le fait que les différences qui sont essentiellement instables, qui sont toujours problématiques pour les sujets comme pour les sociétés, même la différence du masculin et du féminin, bien sûr, ou plus que tout peut-être la différence du masculin et du féminin, certainement la différence du normal et du pathologique, affectent nécessairement et à chaque instant de leur vie tous les individus, sans qu'il soit possible pour autant de les distribuer d'une façon univoque, c'est-à-dire de dire « vous êtes dans cette case-ci ». Et vous êtes dans cette case-là. Quand je voulais faire comprendre ça à mes étudiants, mes élèves prient de m'excuser de vous traiter apparemment comme tel, je leur disais, imaginez que dans une salle comme celle-ci, on énonce l'injonction suivante, mais les institutions et les idéologies l'énoncent constamment. S'il vous plaît, tous ceux qui sont masculins d'un côté, tous ceux qui sont féminins de l'autre, tous ceux qui sont sains
d'un côté, tous ceux qui sont malades ou pathologiques de l'autre. Donc qu'il s'agisse de différences sexuelles, de différences intellectuelles, de différences pathologiques, de différences culturelles et d'autres encore, en bref, pour toutes les grandes différences qu'on pourrait dire anthropologiques, caractéristiques de l'être humain, ce qui existe, ce sont des potentialités ouvertes, des puissances de devenir autre et de devenir l'autre, qui sont à la fois sévèrement contrôlées d'un côté par les institutions et en dernière analyse incontrôlables. Elles traversent les individus et circulent entre eux. Et c'est leur somme, en même temps que le problème auquel elles nous confrontent à chaque instant, les lignes de fuite, les lignes d'air, comme disait Deligny, qu'elles inscrivent dans toute codification de l'être ensemble, qui font en dernière analyse, je pense, l'appartenance à l'espèce. Je voudrais évidemment conclure sans conclure, à la fois parce qu'il ne me reste plus du tout de temps, j'ai même débordé, et parce qu'en vérité ces propositions ouvrent à de nouvelles questions plutôt qu'elles n'autorisent une conclusion simple. Donc je les reprends une dernière fois. Appartenir à l'espèce humaine, c'est négativement ou surmonter ou récuser le déni d'appartenance qui court tout au long de l'histoire et continue de marquer notre actualité. Pensez à tous les migrants, à tous les errants qu'on renvoie se noyer en mer. C'est entrer dans un régime de solidarité passive et active dont la pandémie nous fournit la preuve et nous impose urgence. C'est appartenir à plus d'une espèce en raison de la dépendance mutuelle mais dissymétrique qui nous rattache à d'autres vivants sur Terre. C'est différer de nous-mêmes et des autres dans des relations de complémentarité, d'opposition et bien sûr toujours de pouvoir, fondamentalement, essentiellement instable et mobile. Il en résulte, me semble-t-il, que l'appartenance à l'espèce n'est jamais donnée une fois pour toutes. Elle est une appartenance se faisant et se défaisant. Donc, elle est de l'ordre d'une praxis ou d'une pratique. Et ici encore, bien sûr, le Covid comporte des leçons incontournables, mais je vais, je pense, m'en tenir là.